Stéphane, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à cette première émission des Chroniques de Morissette. Alors, un des fils rouges de cette émission, en fait, c'est de laisser le choix à mon invité du lieu du tournage de l'émission. Et donc, tu as choisi l'Hôtel de France qui se trouve tout en haut de la rue Crébillon. Est-ce que tu peux nous expliquer en fait ce qui a motivé ce choix? Et est-ce que tu as un truc particulier avec cet hôtel d'affectif, de sentimental qu'est-ce que ça signifie pour toi? En fait, l'Hôtel de France, déjà, il est pas connu. Il est rue Crébillon, sur la droite, en haut. C'est un bel hôtel, très joli. Et en fait, il a une histoire qui date du début du XXe siècle, qui m'a beaucoup plu. D'ailleurs, la première histoire, c'est Stendhal qui est venu dedans à l'époque où il était Place Gralin. Et puis surtout, en 1919, il va y avoir un épisode surréaliste, des pionniers du surréalisme. Il va y avoir la mort d'un homme qui s'appelle Jacques Vacher, d'une overdose d'opium dans ce lieu. Et Jacques Vacher, ce qui est intéressant, c'est que ça va être un peu l'icône posthume d'André Breton, le créateur du surréalisme. Et c'est vrai que l'Hôtel de France, pour moi, ça a toujours représenté les débuts du surréalisme en France, et en l'occurrence à Nantes. Voilà, et du coup, ce lieu, je l'aime bien. Alors, c'est pas le lieu exact, hein, l'hôtel a bougé. Et ce qui est mystérieux, c'est qu'on ne sait pas la date, même la directrice aujourd'hui, ne sait pas la date de l'arrivée de l'Hôtel de France rue Crébillon, qui était avant Place Gralin, juste en face du Café de Molière. D'accord. Voilà, c'est un lieu, Et c'est un lieu pas connu, on peut venir boire un coup, il y a un petit bar, c'est vrai que c'est un lieu sympa. Alors, je me suis aperçue au fil de mes discussions et des rencontres avec les gens que beaucoup de personnes connaissaient en fait la couverture de tes livres, mais sans forcément faire le rapprochement avec ton nom. Est-ce que tu peux nous dire en fait qui tu es? Quelles sont tes activités? Combien de cordes tu as à ton arc? Alors, ma principale activité, en fait, c'est la presse. Je travaille dans un journal depuis 1986 qui s'appelle Presse Océan. J'ai longtemps fait ce qu'on appelait les chiens écrasés, la chronique des faits divers, la justice. Et aujourd'hui, j'y suis toujours. Je ne suis pas encore parti, j'y suis toujours. Je m'occupe en fait des pages culture et puis Nantes, les pages Nantes. Dans le jargon, on dit localier. Voilà. Je suis localier, c'est-à-dire que je passe du coq à l'âne au niveau des reportages nantais. Ça se passe à Nantes. Presse Océan, c'est un journal qui couvre la Loire-Atlantique. Aujourd'hui, il y a une rédaction à Nantes, une rédaction à Saint-Nazaire. Et moi, je suis sur Nantes à couvrir la locale, la culture et un petit peu l'histoire. Donc du coup, à Presse Océan, je me nourris aussi d'histoires avec les lecteurs. Je me nourris aussi d'histoires que les lecteurs me racontent et qui me servent aussi à mes livres. Et réciproquement. C'est-à-dire, les livres servent aussi de matière au journal. Il y a vraiment un échange entre les deux, quoi. Et il n'y a pas de paroi étanche. Je suis vraiment aussi bien journaliste qu'auteur de bouquins sur Nantes et de polar. Ok. Tu peux nous parler de tes petites vidéos aussi qui sont réalisées par Télé Nantes? Oui, bien sûr. Nantes à la carte. Nantes à la carte. Alors ça découle de mes petites histoires dans Presse Océan. C'est parti d'une idée de la rédactrice en chef de Télé Nantes, qui voulait mettre mes petites cartes postales en images. Et l'idée, c'était de se dire, ok, la carte, elle existe, elle a 100 ans, mais comment c'est aujourd'hui? Voilà, on est parti sur des chroniques ultra simples, en fait. Tout est fait en une prise. On va sur le lieu avec la carte, et on raconte le lieu. Alors, aussi bien de la rue Crébillon que de la place Royale. Voilà. Ça raconte vraiment l'histoire nantaise à travers des petites informations super simples. Alors ton actualité, c'est Nantes, la ville aux mille visages, que tu as réalisé avec Romain Boulanger. Est-ce que tu peux nous expliquer qui est Romain Boulanger et comment s'est faite cette collaboration entre vous deux? Ouais, alors en fait c'est le premier livre que j'écris à quatre mains. On est deux, quatre mains. Lui c'est photographe. Des photos. Voilà. Toi, tu as fait les et j'ai fait les textes. Ouais. L'idée en fait c'est que déjà j'avais une demande de plusieurs libraires qui me disaient souvent: c'est bien tes bouquins, Stéphane, sur le vieux Nantes, c'est des belles histoires, mais on a beaucoup de gens qui aimeraient bien voir Nantes aujourd'hui avec ton œil et tout. Voilà. Et je trouvais que mon œil n'était pas assez neuf pour parler de Nantes.
Et parallèlement, je connaissais le travail de Romain, qui est pigiste à Presse Océan, en fait, qui fait quelques photos, et j'adorais ses photos. Voilà. Et il y a à peu près 1 an et demi, à Romain, je lui ai proposé cette aventure littéraire. Je lui ai dit, voilà, moi j'adore tes photos, est-ce que tu serais d'accord d'arpenter les rues de Nantes, de faire des photos de Nantes? On en choisit, et moi j'ai chronique. Voilà, c'est né comme ça en fait. Et de fait, Romain a fait, je crois, 3000 photos. On en a choisi environ 200, je crois. Et moi j'ai fait les textes. Voilà. Et moi j'ai redécouvert vraiment Nantes à travers l'œil de Romain. C'est vraiment un livre de photos d'aujourd'hui. Alors les textes racontent les photos d'un Nantes qui se passe en 2017, on va dire. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup de lieux finalement qui ont déjà bougé. Oui. Hein, si on prend l'exemple, j'en raconte un, celui-ci là, l'exemple du Mine là, avec ce château d'eau, ça date du début du XXe, c'est un château d'eau qui servait au chemin de fer, au train. On a une fresque d'aujourd'hui, de Pedro aujourd'hui, et on a un lieu qui va disparaître avec l'arrivée du CHU. Donc vraiment, nous déjà, on s'inscrit là, par exemple, dans l'histoire de la ville. On sait que ça va disparaître, mais on raconte l'histoire de ce château d'eau. Voilà, un château d'eau que personne ne voit en fait. Voilà, c'est vraiment une histoire de rencontre avec le photographe. Je tenais aussi à parler du petit lexique du Nantais pur beurre. Moi, c'est mon livre de chevet avec le dictionnaire des synonymes. Voilà. Donc en fait, c'est un petit bouquin qui parle des expressions nantaises ou entendues à Nantes. Voilà. Donc voilà, ça peut s'utiliser comme un dictionnaire. Voilà. C'est super intéressant. Ça permet de sortir des expressions lors des soirées nantaises pour briller en société ou en comptoir d'un bar, quoi. Donc voilà. Et puis, moi j'ai eu la chance cette semaine d'aller voir ton éditeur, Cyril, donc, qui a accepté de répondre à plusieurs de mes questions. Il m'a parlé un petit peu de l'histoire de sa maison d'édition, les éditions d'Orbestier, et aussi de tes projets. Donc voilà, donc on va en parler si tu veux tout de suite après. Il y a 2 sorties qui te concernent. Tu pourras donc nous parler du rêve armoricain et du petit recueil sur les anecdotes. D'accord. Voilà. Ok. Les éditions d'Orbestier ont été créées il y a 23 ans maintenant. Elles ont été créées au Sable d'Olonne, enfin à côté des Sables d'Olonne, au château d'Olonne, par mon père à l'époque, Xavier Armange. Et quand il a créé cette maison, il a créé une maison d'édition généraliste, c'est-à-dire dont la ligne éditoriale s'intéressait à tout ce à beaucoup de domaines, histoire, roman, jeunesse, régionalisme, etc. Et moi, j'ai repris la maison d'édition il y a maintenant 7 ans. Je vivais sur Nantes et Saint-Sébastien précisément, et du coup j'ai ramené les bureaux ici. Et j'ai décidé de centrer la ligne éditoriale sur 3 axes principaux, qui sont le régionalisme, là où on est le plus connu et reconnu, la jeunesse, j'ai créé un nom pour la jeunesse qui est Rêve Bleu, et puis les romans policiers, avec une nouvelle collection qu'on vient de créer, entre autres une collection poche qui s'appelle Bleu Cobalt. Alors le Colibris, le collectif Libris, nous sommes un collectif, c'est le collectif des éditeurs en Pays de la Loire. On est une trentaine d'éditeurs aujourd'hui. C'est un collectif qu'on a créé il y a 6 ans. Au départ, on était 5 éditeurs. Et puis petit à petit, le nombre d'adhérents a augmenté. Et donc la volonté de ce collectif, déjà le point commun entre tous les éditeurs de ce collectif, on est tous des éditeurs à compte d'éditeurs, c'est très important, ça fait partie de notre charte. Et puis après, le point commun qu'on a entre nous, c'est qu'on est tous basés, notre siège est basé en Pays de la Loire. Après, les lignes éditoriales sont très variées, puisqu'on va retrouver des éditeurs de littérature, de théâtre, mais aussi de poésie, de livres de voyage, régionalistes, jeunesse, etc., etc. Et puis, c'est également des formes très différentes, puisque dans ces maisons d'édition, il y en a qui sont associatives, il y en a qui sont des sociétés, comme nous on peut l'être, et donc des tailles aussi qui varient beaucoup. Et la volonté du collectif, c'est de professionnaliser, d'aider à la professionnalisation de ces maisons d'édition.
donc dans des domaines très variés. Et donc on agit aussi bien en termes de formation, on propose des formations à nos adhérents. On a créé également un très bel événement littéraire. La première année, c'était l'an passé, en 2017, qui s'appelle la quinzaine des éditeurs en librairie. Et on a l'année 2, là, en 2018, au mois de mai, donc ça dure 15 jours. Il y a tout un tas d'animations, d'interventions, d'auteurs, de conférences, de lectures qui sont proposées chez les libraires indépendants des Pays de la Loire. Et c'est quelque chose, c'est un gros événement que nous créons en partenariat avec Mobilis et avec la LIB, qui est l'association des libraires indépendants des Pays de la Loire. Ça fait maintenant, je dirais, quelques années, effectivement, 18 ans, quelque chose comme ça. Il y a eu à la base une belle rencontre entre Stéphane et mon père. Stéphane arrivant avec un très beau projet de livre, et puis ils se sont bien trouvés, ils ont imaginé et conçu après ce premier livre. Au départ, c'était des livres qui n'étaient pas des beaux livres de photos anciennes, ce pourquoi aujourd'hui il est le plus connu. Et puis, donc il y a eu quelques premiers livres de photos anciennes et de cartes postales. J'insiste sur le mot photo, puisque c'est une des particularités des livres, c'est qu'il y a beaucoup des images qu'on présente, qu'on propose, qui sont des photos de collections privées, issues de collections privées. Et la photo, c'est la photo de famille, en quelque sorte, et qui n'a pas... une carte postale, c'est toujours un cadrage bien prévu, elle est toujours... c'est un peu l'image d'Épinal. Et puis, alors que la photo, elle montre autre chose, elle montre la vie des gens à l'époque, et donc elle raconte autre chose. Et ce qui est vraiment intéressant dans les livres qu'on fait avec Stéphane, maintenant, les beaux livres de photos anciennes, c'est que Stéphane va raconter l'histoire qu'il y a derrière la photo. C'est sa grande spécialité, c'est ce pourquoi aujourd'hui il est particulièrement connu. Et puis, au-delà de ça, moi j'ai souhaité, et on a souhaité avec Stéphane, développer des livres sur Nantes, puisque c'est comme moi je peux l'être, Stéphane est un grand amoureux de la ville. Et donc on a cherché à développer il y a quelques années des guides qui montrent Nantes sous un angle nouveau, un angle différent. L'idée c'était pas de faire les mêmes guides que faisaient les autres, comme les plus connus, comme le Routard ou ce genre de choses. La volonté c'était vraiment de proposer une vision différente. Donc on a publié Nantes Insolite, Nantes Plus Insolite, qui a été le deuxième, puisque le premier a été un franc succès. Et puis on a publié Nantes est un zoo ensemble. Et donc voilà, qui a donné lieu à une série depuis, dont Stéphane n'est pas auteur de tous les livres, mais voilà, donc on a publié depuis Nantes est un jardin avec Magali Grandet et Anne Listomine, et va paraître d'ailleurs là le 6 avril, le tout nouveau Nantes est un musée. Pour la première fois, en fin d'année dernière, on a publié un beau livre sur Nantes, mais un livre contemporain, avec Romain Boulanger comme photographe professionnel, et c'est un beau livre où Stéphane Pajot et Romain Boulanger déclarent chacun à leur manière leur flamme à la ville, à Nantes, qu'ils aiment beaucoup. Donc Stéphane par l'écrit, Romain par les photos, et ça donne un très beau livre, Nantes, la ville aux mille visages. Un roman policier, parce qu'une des spécialités de Stéphane Pajot, c'est également le roman policier. C'est également un excellent auteur de romans policiers. Et donc on publie avec lui Le Rêve armoricain dans notre collection Bleu Cobalt. Donc ça va paraître mi-avril. Et on publie un autre livre très intéressant, pareil, petit format à moins de 10 €, qui s'appellera Nantes en quête d'histoire, 500 anecdotes inédites et insolites. Donc Stéphane nous raconte encore, nous fait découvrir beaucoup de choses sur Nantes. Donc est-ce que tu peux nous parler, Stéphane, des 2 sorties qui vont arriver au mois de mai, notamment concernant Le Rêve armoricain, qui va tourner autour d'un personnage que tu affectionnes particulièrement, je crois, et que les Nantais connaissent puisque tu es souvent amené à en parler. Ouais, alors Le Rêve armoricain, en fait, c'est un polar, en fait. Ça part on suit un journaliste à la trace en 2000, un journaliste moderne en 2016, et il part sur un fait divers. Il y a plusieurs morts dans un concert de musique classique à la folle journée. Et je me suis servi de ce prétexte de fait divers pour raconter la presse locale aujourd'hui,
la presse locale il y a 20 ans, dans les années 90, un peu ma petite histoire, faire un hommage à tous les gens que j'ai côtoyés. Et j'ai mis au centre de ce livre, évidemment, un de mes personnages fétiches qui s'appelle Willy Wolf, qui était un acrobate qui s'est tué à Nantes du haut du pont Transborder. C'est un peu lui le lien entre toutes ces histoires. Mais ça m'a surtout permis de me replonger dans les arcanes de la presse locale, dans laquelle je me nourris depuis 30 ans, et de rendre hommage à tous ces gens avec qui j'ai travaillé. Voilà. Et c'est un polar qui amènera une suite d'ailleurs, mais là pour l'instant c'est vraiment le rêve armoricain, ça raconte cette histoire. Ça faisait combien de temps que tu n'avais pas d'écrit de polar en fait? Ça faisait 4 ans. Ça faisait 4 ans que je traînais cette histoire. Le dernier, c'était lequel? Il s'appelait Anomalie P, en fait. Il s'appelait Anomalie P aux éditions La Talente, et c'était une histoire de grenouille dans le lac de Grandlieu. C'était une histoire un peu fantastique, voilà. Polar, mais fantastique, voilà, pour La Talente. Là, je reviens à mes premiers amours, c'est-à-dire vraiment le polar brut de pomme, avec la différence avec les autres, c'est-à-dire que je plonge dans l'histoire nantaise. Voilà. Là, j'ai vraiment mélangé mes deux sujets de prédilection, c'est-à-dire moi j'aime bien les polars et j'aime bien l'histoire nantaise, et du coup j'ai trouvé un mix des deux. Un mix, voilà. D'accord. Voilà. Un deal. Un deal, voilà. Et armoricain, pourquoi? Parce qu'en fait ça se passe vraiment en Bretagne avec Nantes, et ça raconte aussi les rêves de chacun, les rêves inachevés, les frustrations, les choses inabouties. Voilà. D'accord. Et donc il y a un petit recueil aussi d'anecdotes. Ouais. Alors, on n'a pas fait exprès avec l'éditeur, mais c'est comme ça, les choses se télescopent, quoi. C'est un petit recueil, on était parti sur une histoire en 500 épisodes, ça s'appelle Nantes, enquête d'histoire, 500 anecdotes insolites. C'est un petit recueil qu'on pourra butiner, en fait, qui traverse toute l'histoire nantaise depuis 2000 ans. Voilà, ça c'est plus dans l'idée dans l'esprit du lexique, le petit bouquin que j'avais fait, là. Alors moi je voulais parler d'un événement qui va se dérouler donc le mois prochain, au mois d'avril, donc le 13, 14 et 15 avril à Montaigu. C'est le printemps du livre de Montaigu, donc qui se tient tous les ans. Donc vous pourrez retrouver les éditions d'Orbestier qui auront un stand, donc ce sera peut-être l'occasion pour les gens qui veulent ajouter quelques livres dans leur bibliothèque d'y faire un saut. Le président cette année, c'est Michel Bussy. Voilà, l'année précédente, c'était Gilles Le Gardinier. Juste encore avant, il y a eu Jacques Verber. Et donc cette année, c'est Michel Bussy. Peut-être que certains le connaissent de nom. Voilà. Les couvertures, c'est ça. Ça parle peut-être plus au lecteur. Donc voilà, c'est lui le président cette année. Et puis, donc il y a aussi un auteur qui me tient particulièrement à cœur, et que j'apprécie énormément, c'est Stéphane Bourgoin. C'est le plus grand spécialiste au monde des tueurs en série. Il est beaucoup présent en ce moment sur les chaînes info en continu à cause de l'affaire Nordal-Lelandais. Donc voilà. Donc c'est du 13, 14 et 15 avril à Montaigu. Et puis donc avant de nous quitter, je voulais aussi parler de mon coup de cœur littéraire. Donc c'est Jean Telet, son dernier roman. Jean Telet, c'est principalement le magasin des suicides. Ça parle beaucoup aux gens. Il a pour habitude de s'inspirer de faits divers qui ont parcouru l'histoire de France, qui sont généralement assez dramatiques, assez macabres et assez glauques. Et donc là, il nous parle d'un fait divers qui s'est tenu en 1518 dans la ville de Strasbourg, où pendant des mois, en fait, la population a été saisie d'une transe collective. Les gens se sont mis à danser sans aucune explication, de jour comme de nuit, jusqu'à ce que mort s'en suive. Et donc voilà. La période est pas très resplendissante. C'est vrai que 1518, c'est la famine. La population n'a plus rien à manger, donc on mange tout ce qu'on peut trouver, les chevaux jusqu'aux enfants. Et donc, il y a une petite explication à la fin du livre sur le pourquoi du comment, mais par contre, j'en dirai pas plus. Voilà, donc c'est Entrer dans la danse aux éditions Julliard. Voilà. Et puis, pour terminer, parce que Morissette fait aussi des cadeaux à ses invités. Voilà.
je voulais t'offrir ceci. Mais c'est sympa. Donc, c'est pas un secret, c'est un bouquin. Ok. Voilà, donc j'espère que tu ne l'as pas. Et puis, tu vas nous expliquer ce que ça représente pour toi. Ok. Je l'ouvre en direct live. Oui. D'accord. C'est la première fois que je vois un cadeau sous l'œil d'une caméra. C'est vrai? Ah bah voilà. Il y a toujours des premières fois. Hein. Je sais que tu en as parlé, donc j'espère que tu ne l'as pas. Ah, excellent. Tu ne l'as pas? Non. Voilà. Le prince des profondeurs. Et une fois n'est pas coutume, c'est moi qui t'ai mis une petite dédicace à l'intérieur. Ah, super. Voilà. Merci beaucoup. Le poulpe, moi, c'est un grand délire. Parce que tout simplement, les poulpes, je les partage sur ma petite page Facebook depuis quelques années parce que j'ai eu la chance d'écrire un poulpe. Un poulpe, c'est-à-dire un polar de la collection créée par Jean-Bernard Puy, en fait, en 95. Ils sont rendus, je crois, à 200 et j'ai dû faire de mémoire le 187e. Voilà, poulpe. Voilà. Et un jour, j'ai un copain qui m'a envoyé un poulpe, puis 2, puis 3. Et c'est devenu une petite blague récurrente. On voit régulièrement des poulpes sur ta page Facebook. Ouais, on m'offre des poulpes. Il y a une écrivain qui m'a offert un poulpe qu'elle a fait à la main en laine. J'ai eu un poulpe coupe papier. J'ai un poulpe en netsuke, c'est pour les Chinois, là, pour les samouraïs, les ceintures. Là. Ouais, voilà. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Et le poulpe, alors voilà, hein, l'intelligence exceptionnelle des poulpes. Voilà, c'est des êtres incroyables. Ils ont un énorme cerveau, beaucoup plus intelligent que l'homme en fait. Et merci beaucoup. Je crois que c'était le dauphin, mais bon. Alors on va dire qu'ils sont copains. Voilà. C'est les gens de l'eau quoi. Mais voilà, le poulpe, ouais, j'adore le poulpe. Voilà, merci beaucoup. Écoute, c'est moi qui te remercie d'avoir participé à cette première des Chroniques de Morissette. Et puis nous, on se retrouve pour une prochaine émission avec un autre lieu et un autre invité. Voilà. Et merci.